Bien, nous allons commencer la deuxième conférence de la matinée. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Georges Solo, qui est de Dijon et qui est un professeur émérite en sciences de l'éducation, qui est intervenu longtemps à l'IRIDU, à l'Université de Bourgogne, l'Institut de recherche en économie de l'éducation. Et donc Georges Solo fut successivement instituteur, conseiller d'orientation, inspecteur d'information et d'orientation, XAIO, et professeur des universités et expert de l'éducation auprès d'organisations internationales. Et donc, M. Solo va nous présenter une analyse politique de l'orientation scolaire et professionnelle, sujet qu'il connaît très bien. Donc, M. Solo, à vous la parole. Très bien, merci. Quand j'étais élève maître en 1966 à l'école normale de Douai, on m'a appris qu'au retour de récréation, il fallait un retour au calme et qu'avant le repas, en période d'hypoglycémie, on perd l'attention. Je suis coincé entre les deux impératifs, donc je vais essayer de soutenir votre attention. Mon intervention sera une intervention critique. L'objectivité scientifique ne s'accompagne pas forcément de neutralité. Je m'exprimerai de 3 points de vue. Point de vue historique, mais histoire du temps présent, au sens d'Antoine Pro, sociologique et politique. Je propose que, pour contribuer à la promotion d'une société plus résiliente et plus juste, et pour aider à l'émancipation de l'autre, il faut soi-même être émancipé. Ça résonne ? Il faut soi-même être émancipé des représentations, influences, injonctions et stéréotypes qui font obstacle à l'émancipation de celui qu'on veut émanciper. Être émancipé des représentations, influences, injonctions, stéréotypes qui déterminent la profession qu'on exerce. Autrement dit, qu'un émancipateur doit être émancipé de l'objet dont il souhaite que l'autre s'émancipe. Et que le psychologue de l'éducation nationale, dans ces conditions, doit être professionnellement émancipé des outils qu'il utilise. Donc on va travailler essentiellement sur vos outils. Donc, je propose dans un premier temps de déconstruire le contexte politique. Vous devez vous donner comme objectif d'émanciper. Et selon l'ONICEP, l'émancipation n'est pas un savoir que l'on enseigne. Développer les compétences à s'orienter, c'est pouvoir déconstruire des représentations et mettre à distance influences, injonctions et stéréotypes divers projetés par son entourage, afin de se décaler pour s'affranchir. Alors bon, y mettre l'affranchissement dans l'émancipation, on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas, mais bon, c'est dans la définition de l'ONICEP. Injonctions, stéréotypes divers projetés par son entourage. Si vous participez à l'émancipation des jeunes, les jeunes ont un entourage, et en tant que psychologue de l'éducation nationale, je pense qu'il faut être attentif aux conséquences, à la déstabilisation éventuelle qu'on provoque par l'émancipation. Vous devez contribuer à l'émancipation aussi, mais vous êtes fonctionnaire d'État. Et la loi du 20 avril 2016 rappelle que vous êtes tenu au devoir de réserve, autrement dit, que vous devez faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de vos opinions personnelles, que vous devez faire preuve de discrétion professionnelle, autrement dit, ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de votre administration, et au secret professionnel, mais ça c'est le b.a.-ba du psychologue. Cela dit, vous avez de la liberté d'expression, elle vous est reconnue.
Donc vous devez articuler tout cela, la liberté d'expression et vos obligations de fonctionnaire. Dans quel contexte politique travaille-t-on? On travaille dans un contexte politique extrêmement libéral. Alors, un peu d'histoire, très, très schématiquement. Avant 1970-75, l'État était très, très centralisé. Pour construire un collège, pour construire un lycée, ça se décidait au ministère. À partir, et suite à 68, il y a une revendication de liberté et l'individu et sa réflexivité commencent à être reconnus. Autrement dit, on reconnaît la liberté des individus et leur capacité à construire leur propre histoire. Donc, il s'ensuit un certain nombre de décisions politiques, en particulier une certaine autonomie reconnue aux régions, aux départements en 1983, puisqu'on les croit capables dorénavant de pouvoir s'organiser, aux établissements, puisqu'ils deviennent établissements publics locaux, avec des conseils d'administration, et aux élèves, puisqu'on leur donne la possibilité d'élaborer un projet personnel. Donc c'est bien l'individu et sa réflexivité qui sont prioritaires à l'époque. C'est de la centralisation à cette période à la nouvelle gouvernance. On passe du top-down au bottom-up. Et puis, récemment, j'ai entendu que l'éducation fait partie du domaine réservé du président de la République, que la rentrée aura lieu le 20 août pour lutter contre les inégalités, que le pédagogisme a des méfaits, qu'il faut restaurer l'autorité des maîtres, enseigner l'histoire chronologique, que les épreuves de spécialité auront lieu en juin, qu'il faut réintroduire l'uniforme à l'école, et un ministre a même dit qu'il fallait réserver l'uniforme à l'école aux quartiers prioritaires. Donc on revient, suite au bottom-up, on revient au top-down. Autrement dit, on passe dans une période de libéralisme que certains décrivent comme étant relativement autoritaire. Pour ce qui vous concerne, en 2018, il y a eu 3 lois. Une loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants au ministère de l'Enseignement supérieur. Une deuxième loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel initiée par le ministère du Travail. Et une troisième, qui est du domaine réglementaire, la réforme des lycées. Ce n'est pas un hasard, le libéralisme s'est saisi de l'orientation. On passe à la suivante. Je vous donne je ne parle pas des aspects économiques, financiers du néolibéralisme, je ne parle que des conséquences relativement sociologiques. Le néolibéralisme opère dans une double direction. Il s'agit d'une part de réformer l'État afin que les décisions publiques soient soustraites à l'influence des intérêts organisés, autrement dit des syndicats, et d'autre part, de briser les collectifs afin d'étouffer la contestation. C'est une définition à prendre éventuellement. Ce néolibéralisme s'accompagne d'une inflexion de la réflexivité dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrement dit, les contours d'une participation acceptable pour l'exécutif est celle qui passe par la production descendante de dispositifs sous contrôle. Elle se présente au mieux comme une ressource potentielle de proposition, au pire comme une vaste arène de pédagogie. En ce sens, ce participationnisme cherche moins à réformer et approfondir la démocratie qu'à renforcer la gouvernabilité de l'action publique. Donc voilà, si vous voulez, le passage du top-down avant les années 70 au bottom-up jusqu'aux années 2000, et depuis les années 2000, le retour du top-down. Troisième caractéristique de la situation présente, l'action de l'Union européenne. Pour ce qui vous concerne, j'insiste ici sur la résolution du Conseil
et des représentants du gouvernement des États membres réunis en Conseil le 21 novembre 2008, qui ont élaboré une plateforme « Mieux inclure l'orientation tout au long de la vie dans les stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie ». Cette résolution préfigure tout ce que vous vivez aujourd'hui. On va citer. L'orientation, c'est gérer leur parcours de vie personnel dans l'éducation et la formation, au travail et dans d'autres cadres. L'orientation comprend des activités individuelles ou collectives d'information, de conseil, de bilan de compétences, d'accompagnement dans le parcours, c'est pas dit, mais ça vient, à la gestion, ainsi que d'enseignement de compétences nécessaires à la prise de décision et de la gestion de carrière. Donc on a l'accompagnement dans le parcours, qui est sous-entendu, et l'enseignement de compétences. Le suivant, donc, toujours, le Conseil européen suggère d'organiser la collaboration des pouvoirs publics nationaux et locaux, des entreprises, des organismes compétents, des partenaires sociaux et des collectivités territoriales pour améliorer l'efficacité des réseaux d'accueil. Collectivités territoriales, le service public régional d'orientation. Suivant, toujours ce Conseil européen, il faut développer la capacité à s'orienter, inscrire dans les programmes d'enseignement général, d'enseignement professionnel et de l'enseignement supérieur des activités d'enseignement et d'apprentissage visant l'acquisition de l'aptitude à s'orienter. On est en plein là, dans les compétences et dans le parcours. C'était en 2008. Ça s'est passé en France en 2015 et récemment. Donc, l'importance de l'Europe également sur le plan budgétaire. Suite à l'adoption du traité de Maastricht en 1992, il est souhaité de ne plus dépasser de déficit budgétaire de 3% du PIB. Vous l'avez déjà entendu 1000 fois. L'inflation ne doit pas non plus dépasser 2%, dit-on. En fait, on souhaite également développer le moins d'État par 3 leviers qui tendent à la privatisation. Le secteur privé, tend à se substituer au secteur public. Vous avez vu la progression de l'enseignement supérieur privé. L'État se décentralise, service public régional d'orientation. Et les organisations décentralisées, les organismes décentralisés, la région, certaines régions, confient leurs missions au secteur privé. Bien sûr, avec organisation des forums, etc. Suite donc au traité de Maastricht, on se retrouve avec une gestion budgétaire très forte, très violente. Dernier rapport de la Cour des comptes, il faut faire preuve de sélectivité dans les dépenses comme dans les baisses discrétionnaires de prélèvements obligatoires. Il faut engager des réformes ambitieuses dans certains secteurs pour infléchir, c'est-à-dire diminuer, pour infléchir le rythme de la dépense. On pourrait l'infléchir en augmentant la dépense. Non, il faut l'infléchir en descendant. Conséquence, développement du secteur privé, 4 exemples. Les psychologues de l'éducation nationale et leurs postes, la suppression des CIO, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, avec l'explosion des effectifs de l'enseignement privé. J'ai entendu le maire de Dijon tout à l'heure dire que, faute de CMPP, la ville de Dijon finance des psychologues privés pour accueillir des élèves. Vous voyez comment les collectivités locales financent le privé pour se substituer au public. C'est un truc invraisemblable. J'habite Dijon, je l'apprends. Quand même. Et un exemple, le privé et le public. Dans le Monde diplomatique du mois de juillet 2023, il y a un article sur au risque de la catastrophe industrielle. Les DREAL, qui sont les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, disposent de 1600 inspecteurs pour inspecter 500 000 installations classées protection de l'environnement. 1600 pour 500 000. C'est presque votre situation, d'ailleurs.
Enfin, politique du moins d'État par la décentralisation. L'objectif est de mieux ancrer l'information dans le contexte local en prenant pleinement en compte les caractéristiques de l'offre de formation régionale et le besoin économique. Et le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, le LIEP de Sciences Po, précise: cette inflexion vers une régionalisation de l'orientation est symptomatique des logiques de régulation par le marché, au sens d'une volonté portée par les politiques contemporaines d'orientation d'exposer plus directement les attentes aux élèves des recruteurs dans le champ scolaire, Parcoursup, et dans le champ professionnel, développement économique. Je laisserai le PowerPoint à disposition des JNE, vous pourrez en disposer si vous voulez. Deuxième grand point, s'émanciper du cadre réglementaire dans lequel on travaille. Le cadre réglementaire, donc les choix politiques d'abord relatifs à l'orientation scolaire et professionnelle, à la psychologie de l'éducation nationale, ont été effectués en vue de confier l'essentiel de l'accompagnement à l'orientation aux enseignants. Et on vous demande de former les compétences à l'autonomie et à l'orientation. On va développer rapidement ces deux points. Et dans un point suivant, je reviendrai sur la critique des compétences. L'accompagnement à l'orientation, les choix politiques, 12 heures annuelles en classe de 4e, 36 heures en classe de 3e, 54 heures en lycée général et technologique, en voie professionnelle, 265 heures sur 3 années. Alors, j'ai pris ma calculette, il y a en France 31 989 divisions de 4e. Il y a 32 595 classes de 3e, 63 000 classes en lycée général et technologique et 794 lycées professionnels. Tout cela représente par an 5 100 000 heures d'accompagnement à l'orientation. Si je divise ces 5 100 000 heures par 27 heures hebdomadaires que vous effectuez sur les 36 semaines de scolarité, je divise 5 100 000 heures par 972. 972, c'est 27 multiplié par 36. Et j'obtiens 5 246 postes de conseillers d'orientation. Le parcours à venir a été étudié et analysé dans un rapport d'inspection générale dont l'auteur est présent, qui s'intitule « L'orientation de la 4e au master ». Il est paru en 2020 et je vous invite à lire la page 89 pour vérifier que cette décision de confier aux enseignants le parcours orientation est relativement irréaliste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale. Il est présent. Page 89 du rapport. Conséquence. Les politiques régionales d'orientation sont un vecteur de socialisation aux règles du marché. C'est toujours l'IEP Sciences Po qui en parle. On assiste en fait, et c'est complètement cohérent avec ce que dit l'inspection générale, en confiant aux enseignants, à la prégnance des préoccupations organisationnelles au détriment des considérations proprement pédagogiques. La problématique gestionnaire tend ainsi à prendre le pas sur le pilotage pédagogique de l'orientation, les enseignants peinant à dégager des heures de cours pour s'y consacrer et les proviseurs s'évertuant à trouver des intervenants, voire des financements externes. Donc, il faut l'organiser, mais on ne sait pas bien faire parce que on organise. Voilà. Il faut former des compétences à l'autonomie et à l'orientation. C'est le deuxième outil actuel. J'ai sorti le référentiel à s'orienter de l'ONICEP au lycée. 86 pages. Il y a 3 compétences générales. Première compétence générale, s'informer et se repérer dans la société de l'information. Deuxième compétence,
se découvrir et cultiver ses ambitions. Troisième compétence, se construire et se projeter dans un monde incertain. Chacune de ces capacités générales ou de ces compétences générales regroupe 5 capacités. 3 fois 5, 15. Chacune de ces 15 capacités regroupe entre 13 et 19 savoirs, savoir-faire et savoir-être. Au total, on a, si j'ai bien compté, 254 savoirs, savoir-faire et savoir-être. Certains disent qu'il y a un saucissonnage. Troisième grand point, déconstruire et s'émanciper de la notion de compétence. Bon, je vais vous proposer une analyse politique de la notion de compétence. Déconstruire ou déstructurer la compétence connaissance de soi et vous apporter des critiques du management de soi. Sur le plan politique, la notion de compétence et l'alternance ont connu leur fortune au milieu des années 70. En 1978, le CNPF, qui est le Conseil national du patronat français, l'ancêtre du MEDEF actuel, à Deauville, au congrès dit de Deauville 3, a pour projet un système de formation alternée incluant l'apprentissage. C'est le premier thème et le thème prioritaire phare de Deauville 3, du CNPF. À la suite de ce congrès, la présence du CNPF et de l'UIMM en particulier, l'Union des industries métallurgiques et minières, dans les commissions professionnelles consultatives du ministère de l'Éducation nationale, qui sont des commissions qui regroupent le ministère, le patronat et les salariés, les syndicats de salariés, pour déterminer la politique en matière de formation professionnelle. L'insistance du patronat auprès des commissions professionnelles consultatives fait que progressivement, le ministère se met à remplacer les programmes par des référentiels de compétences. C'était en 1978. En 1982-83 apparaissent ce qu'on appelle les BEP rénovés. Des BEP rénovés dans lesquels les programmes sont remplacés par des référentiels de compétences. Apparaissent également les séquences éducatives en entreprise, l'alternance, ancêtre de l'alternance. En 1985, comme le CNPF, c'est l'UIMM en particulier, le réclamait, un technicien d'atelier est formé, ce sera le baccalauréat professionnel. Ce baccalauréat professionnel structure complètement les référentiels de compétences actuelles. C'est vraiment l'ancêtre, c'est vraiment la racine actuelle. Et l'alternance se développe chez les adultes. Donc c'est le premier point, si vous voulez, le développement de l'alternance, on voit sur le plan politique. Sur le plan du travail salarié, quelles conséquences de l'utilisation des compétences? Donc, avant 1980, les classifications Parodi déterminent le classement des salariés. Les classifications Parodi, c'est 1945. On a évoqué tout à l'heure le caractère social post-Deuxième Guerre mondiale, avec notamment le Conseil national de la résistance. On est classé ouvrier spécialisé, ouvrier qualifié 1, ouvrier qualifié 2, ouvrier qualifié 3, agent de maîtrise, en fonction de son diplôme et de son ancienneté. C'est négocié par branche professionnelle entre les employeurs et les salariés. Et quand on est classé ouvrier qualifié 2 en métallurgie, qu'on passe dans une autre entreprise et qu'on est recruté ouvrier qualifié 2, il n'y a pas de baisse de salaire. Les classifications Parodi assurent une certaine continuité dans la vie du salarié.
Donc, les individus possédant les mêmes caractéristiques connaissent les mêmes rémunérations. Si je passe à la définition de l'OCDE de la compétence en 2001, la compétence est un système spécialisé d'aptitude, de maîtrise et de savoir-faire nécessaire pour atteindre un objectif donné. Alors, je le remouline. La compétence est un système spécialisé d'aptitude, de maîtrise et de savoir-faire nécessaire pour occuper un poste de travail. Depuis les années 80, on recrute moins en fonction des classifications parodies qu'en fonction du poste de travail occupé. Les classifications parodies, c'était la qualité du salarié. Le poste occupé, c'est celui de l'entreprise. Et c'est en fonction du poste occupé, quelle que soit la qualité du salarié. C'est en fonction du poste occupé qu'on va avoir un niveau salarial, obtenir un niveau salarial. Autrement dit, on passe du collectif à l'individuel. L'individu devient le centre du jeu, le poste de travail devient le centre du jeu. Les classifications parodies, c'était le collectif. Le poste de travail, c'est la situation individuelle du salarié, en fonction de ses compétences. Troisième conséquence, au niveau international, les compétences s'inscrivent dans l'organisation systémique du libéralisme, avec une promotion de la liberté et des responsabilités individuelles. Je vais vous donner cinq précisions. Là. Premier point, on reconnaît la notion de compétence au niveau international, OCDE, PISA, etc. Deuxième point, on crée un espace de libre-échange de biens et de personnes. En particulier, on accepte que des travailleurs étrangers venant de pays qui connaissent des rémunérations moindres ou qui connaissent des PIB par habitant faibles puissent circuler. Si on accepte aussi de libéraliser et d'individualiser le droit du travail, comme ça s'est fait depuis quelques années, si on réduit les marges de négociation dans l'entreprise en supprimant, par exemple, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, si enfin on met en œuvre les ordonnances de 2017 sur l'inversion des normes, qui font que, contrairement à avant, les accords d'entreprise précèdent les accords de branche, alors qu'auparavant les accords de branche s'imposaient dans les entreprises. Aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, les entreprises peuvent déroger aux accords de branche. Donc, si on ajoute les compétences à cet ensemble de mesures, on voit que les compétences s'inscrivent effectivement dans une organisation systémique du libéralisme économique, de la libération du travail. Donc la promotion de la notion de compétence est ainsi réalisée dans un ensemble de mesures qui relèvent de la libéralisation et compte tenu de ce qui précède, les salariés individualisés, capables d'occuper les mêmes postes, deviennent interchangeables sur le plan international. Ils peuvent être conduits ou contraints à exercer leur talent là où il y a du travail. Par exemple, dans les délocalisations, on propose d'abord aux salariés d'aller travailler dans le pays où on délocalise. Fabrique-t-on pour autant un individu libéral adepte de la concurrence libre? Alors, j'en viens à la compétence connaissance de soi. Je reprends le bouquin de l'ONICEP. Il faut savoir qui on est, comment on fonctionne, savoir l'expliciter, savoir ce que l'on sait faire, ce que l'on peut faire, ce que l'on veut faire. De soi, il faut pouvoir conjuguer les registres, en interroger les éléments, les approfondir, en dépasser les contradictions, en dépasser les paradoxes et articuler soi avec ses ambitions.
C'est extrait du référentiel lycée de l'ONICEP. J'ai bien entendu, je n'ai pris que les têtes de chapitre. Cette connaissance de soi est prévue, de mon point de vue, comme relevant du calcul et de la rationalité du sujet, qui sont centraux dans les compétences développées. Rationalité relativement à l'autre. Il faut avoir confiance en soi pour se présenter et parler de soi. Réfléchir à l'image que l'on renvoie lorsqu'on se présente et que l'on parle de soi. À l'image. Anticiper les attentes et choisir les postures les plus adaptées en fonction des interlocuteurs et des contextes. Valoriser son image et son parcours à l'oral, au grand oral par exemple, les entretiens, échanges téléphoniques, et à l'écrit, CV, Parcoursup. Définir et maîtriser l'image que l'on va renvoyer aux autres. On est vraiment dans le domaine de la rationalité de soi, là. Rationalité ensuite dans les comportements. Page 63 du document de l'ONICEP. Cela implique d'être, alors pour faire face aux imprévus, cela implique d'être capable de peser le pour et le contre avant de faire un choix face à une opportunité ou à un imprévu, et de prévoir des alternatives possibles. Donc on passe à l'acteur rationnel. L'acteur rationnel qui est une machine à calculer, à maximiser son utilité individuelle par le calcul coût-bénéfice. Qu'est-ce qui m'en coûte et quel bénéfice j'en retire? Il s'agit d'anticiper les coûts, investissement personnel, et les bénéfices attendus, les pertes ou les gains, avec, alors c'est là que vraiment la rationalité s'exerce, soit obtention de la plus grande satisfaction possible à montant de ressources données, soit utilisation du moins de ressources possible à niveau de satisfaction fixé. Il s'agit de poursuivre égoïstement son intérêt indépendant et qui est méthodique ou rationnel dans cette poursuite. Donc c'est la rationalité économique. L'IEP Sciences Po précise qu'aider les jeunes à intérioriser les règles de la procédure Parcoursup consiste alors à les socialiser aux règles du marché dès lors qu'il s'agit de leur apprendre à faire leur autopromotion ou à estimer leurs chances d'être sélectionnés en décodant le sens des chiffres fournis par la plateforme sur les taux d'accès de formation et sur la variation de ces taux, selon qu'ils sont de la voie générale, techno ou pro. On tend bien à former un individu libéral au sens de l'économie orthodoxe. Alors, quelles sont les critiques? Je vais vous en donner 3 en suivant. Issus d'un texte de Thibault Le Texier sur le management de soi, avec la motivation, la flexibilité, la déhiérarchisation, l'autonomie, la gouvernance individuelle, les projets, l'auto-entrepreneuriat, l'épanouissement dans le travail, la responsabilité, une nouvelle génération de consultants a intronisé le management de soi en nouvel horizon de la gestion. En témoigne l'essor du coaching. Face à une schizophrénie, c'est un face-à-face schizophrénique entre un ego management et un ego managé. Auditez-vous, connaissance rationnelle et comptable de soi. Organisez-vous. Assimiler un individu à une entreprise, c'est diviser son être et son existence en pièces détachées. Contrôlez-vous, fixez-vous des objectifs et soyez efficace. Voilà les règles. Enfin, soumis à notre égocentrisme le plus débridé, nous sommes sommés de réussir notre vie. Pour cela, tendus tout entier vers le contrôle absolutiste des moindres recoins de notre personne et de notre milieu, nous sommes les sujets et les objets de ce qu'il faut bien appeler un auto-totalitarisme.
Qui va réaliser ce programme avec les élèves? Retour au calme. Point suivant. Point suivant. Il me reste combien de temps? Donc, point suivant. Je vous propose de vous émanciper de la solitude du psychologue de l'éducation nationale dans l'établissement et de trouver des complices. Parce que je sais qu'on est seul dans l'établissement quand on est psychologue de l'éducation nationale. Enfin, je pense que ça n'a pas beaucoup changé par rapport à conseiller d'orientation quand je l'étais. Donc, il s'agit de trouver des complices. On passe à la 24. Oui. Merci. Donc, le BO du 9 juillet 2015 prévoit que le psychologue de l'éducation nationale aide à la conception de véritables projets pluridisciplinaires à partir de thèmes transversaux. Il aide les équipes éducatives à favoriser l'appropriation par les jeunes des connaissances et des compétences. C'est votre job, là. Si je lis les objectifs de sciences économiques et sociales du cycle terminal, les sciences économiques et sociales développent les méthodes et problématiques essentielles de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Elles contribuent à la formation civique, aux grands enjeux économiques, sociaux et politiques de la société contemporaine. On est en plein dans l'argumentaire de JNE. Là. Donc, il est peut-être possible, dans l'établissement scolaire, de trouver des complices. Mais ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple parce que lorsqu'on s'adresse aux économistes, on ne sait jamais s'ils sont orthodoxes, hétérodoxes ou économistes atterrés. Quand on s'adresse à des sociologues, on ne sait pas s'ils sont issus de la sociologie critique, type Bourdieu, ou de l'ethnométhodologie, type Boudon. En histoire, je suis allé sur la base de données Kern Info, qui est une base de données universitaire. Et sur cette base de données, j'ai relevé 88 revues d'histoire. Vous voyez les sensibilités historiques. Il y a des écoles historiques d'ailleurs. En sciences politiques, j'ai relevé 123 revues. Vous voyez toutes les sensibilités politiques qui peuvent s'exprimer également sur le plan scientifique en Sciences Po. Donc ça ne va pas être facile de trouver des individus avec qui travailler, de trouver des complices, parce qu'on ne sait pas très bien, finalement, qui ils sont. Par exemple, si je prends le manifeste des économistes atterrés de 2010, ils disent exactement le contraire de l'économie orthodoxe. Les marchés financiers sont efficients. C'est une fausse évidence, disent-ils. L'économie orthodoxe dit le contraire. Je vais toujours dire l'économie orthodoxe en premier, et la fausse évidence, ce sera toujours les atterrés. Les marchés financiers sont favorables à la croissance économique, fausse évidence. Les marchés sont de bons juges sur la solvabilité des États, fausse évidence. L'envolée des dettes publiques résulte d'un excès de dépenses, fausse évidence. J'en ai 10 ou 12 comme ça. Je vais citer la 10e. La crise grecque a enfin permis d'avancer vers un gouvernement économique et une vraie solidarité européenne. C'est pas vrai. Donc, travailler avec des économistes, oui, mais lesquels? Concernant les sciences économiques et sociales, la réforme du lycée récente
Jusque-là, Marx, Max Weber et Bourdieu étaient à la base de l'enseignement de la sociologie en SES. En 2018, Bourdieu a disparu. Il reste Marx et Max Weber. Plus de Bourdieu, exit. Pas de problème. Surtout pour un bourdieusien. Concernant les sciences économiques et sociales, sur Radio France, sur France Info, le 3 juillet 2013, Roland Gattaz, qui était président du MEDEF, déclare sur les sciences économiques et sociales: comment, au XXIe siècle, peut-on encore avoir une vision de ce type aussi caricaturale, aussi dogmatique, aussi éloignée de la réalité? Il nous faut reprendre notre action en la matière de manière résolue, ouvrir nos entreprises aux jeunes, aux enseignants, montrer, expliquer, être tenace dans l'action, exemplaire dans la démarche. Il faut que les Français comprennent l'économie, la sienne. Donc voilà, avec qui travailler? Il va falloir faire des projets pluridisciplinaires, et là, peut-être que vous allez le sentir. Peut-être. Et c'est en fonction de vos convictions que vous allez choisir vos partenaires. En guise de conclusion, je rappelle simplement que l'orientation est un secteur d'activité complexe, vous savez mieux que moi, dans lequel les psychologues de l'éducation nationale doivent agir entre des normes morales, des règles bureaucratiques et des individus. Les normes morales sont données dans les objectifs généraux du ministère de l'Éducation nationale. Si vous allez sur le site éducation.gouv.fr, vous allez trouver les grands principes du système: égalité de tous les élèves, égalité des genres, comprendre la transition écologique dans les métiers. Mais dans ces grands principes, vous pouvez, selon vos convictions, trouver matière à émancipation. Mais il y a aussi les grands principes à l'ordre du jour des JNE, de la PsyEN. Il y a aussi les grands principes de l'éthique de la psychologie. Mais il y a aussi les normes morales des chefs d'établissement. Et puis les normes morales des enseignants. Et puis enfin les normes morales des parents. Donc les normes morales, ce ne sont pas seulement les vôtres. Il faut les articuler avec celles des autres. Les règles bureaucratiques, malgré toutes les critiques que je viens de faire, si vous avez comme injonction bureaucratique d'enseigner les compétences, il faudra le faire. Mais vous le ferez en étant émancipé de la notion de compétence, puisque vous avez maintenant un petit peu quelques critiques. Cela dit, vous êtes obligé de le faire. Et comment allez-vous gérer la double injonction à se conformer au texte réglementaire et à créer les conditions d'une émancipation des publics accompagnés? C'est une vraie question. Il y a une réflexion qui a été faite sur le parcours des mineurs par les intervenants sociaux. Tout à l'heure, j'entendais l'adjoint au maire qui évoquait ce problème. Je le mettrai si je fais un article à la suite de mon intervention, je mettrai la référence dedans. Il est très intéressant, vous pourriez vous y reporter, pour vous. Enfin, il y a les individus singuliers. Et quand vous passez du lycée de centre-ville à classe préparatoire, à collège REP, vous voyez quelle est la différence des individus singuliers et comment on peut travailler différemment avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est essentiellement critique. J'espère que vous avez compris par cette critique que l'émancipation n'est pas facile, que certains d'entre vous ont peut-être reçu cette critique difficilement, et qu'émanciper les jeunes, ça peut créer quelques difficultés chez eux. Donc il faut le faire aussi avec un peu de prudence. Ici, je l'ai fait de manière complètement imprudente parce que je sais que vous êtes grands.
Donc, c'est pas un problème. Voilà, je vous remercie. Je remercie surtout. Micro en régie. Donc, merci Monsieur Solo pour cette intervention stimulante et qui n'était pas dénuée de sens de l'humour. Je vais proposer éventuellement, si vous avez des questions, donc on peut terminer autour de 12h30. Donc, s'il y a des collègues qui ont des questions, je pense qu'ils peuvent intervenir. Ou des remarques. S'il y a de l'hypoglycémie... On va pouvoir expliciter. Merci beaucoup, Monsieur Solo. Déjà, une première remarque, c'est que quand j'ai revu ainsi déplier les objectifs, les grands objectifs de compétences à développer au lycée, je me suis dit, tiens, il va falloir que je retourne au lycée parce que moi, je suis pas au taquet sur toutes ces compétences, voilà, de développement de soi, bon, en guise de boutade. Mais en même temps, ce que vous avez expliqué, je me demandais finalement à quel point, même imaginons que ces compétences soient développées, avec l'objectif que ça serait pour former ces individus libéraux, on va dire. Mais finalement, est-ce que ça aboutirait vraiment à ce que ces individus se comportent comme ceux qui construisent ces programmes s'attendent à ce qu'ils se comportent en tant qu'agents économiques? Est-ce que ça ne donnerait pas justement des individus qui diraient on ne veut surtout pas de ça? Voilà, c'est une question que je me posais en gros, est-ce que même si ces programmes fonctionnaient, de développement, de savoir être autocritique, de se développer, de prendre de la distance, de savoir, trancher quand il y a des... Est-ce que finalement ces individus-là iraient bien et viendraient conforter ce qui est attendu de cette société qui leur propose ça? Voilà. J'imagine qu'il n'y a pas une réponse, c'est une forme de réflexion, mais je me demande finalement, est-ce que ces individus-là, on voit bien, hein, il y a dans certains établissements où on arrive à ces programmes-là commencent un petit peu à se développer, mais ça donne des adolescents, des jeunes adultes qui du coup peuvent être très très critiques justement par rapport à ce qui leur est proposé et la place qu'ils veulent prendre dans la société qu'on leur propose. Vraiment, je n'ai aucune réponse là-dessus, hein. Je n'ai aucune donnée à vous procurer. Ce dont je suis certain, c'est qu'une intervention auprès des jeunes n'est jamais neutre. Elle n'est jamais neutre. Dans les 4 enfants, il y a un économiste. Enfin, les 4, c'est moi. C'est un économiste orthodoxe parce qu'il a été formé en sciences éco au lycée et en sciences éco à Dijon d'ailleurs, et qu'à Dijon, l'économie orthodoxe est dominante. Donc, vraisemblablement, ça laisse des traces, tout laisse des traces. Mais je ne peux dire que ça. Voilà. Je n'ai pas de réponse particulière là-dessus, spécifique. Désolé. Alors, on a une question par ici. Une question devant, peut-être moi. Oui. Merci infiniment de ce tour d'horizon qui met beaucoup de choses en cohérence, hein, et qui nous permet de déplier un petit peu tout ce qui percute le quotidien des psychologues de l'éducation nationale. Alors, vu comme ça, forcément, à chaque fois, ça fait un peu machine de guerre épouvantable, hein, qui érase tout sur son passage. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que il y a de la faiblesse du système aussi dans la mise en place de tout ça. Déjà, on pourrait se demander comment ça se fait que sur les compétences à s'orienter,
Ce sont les enseignants qui en sont chargés, forcément, puisqu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas toute la réflexion que peuvent avoir les collègues sur les effets que vont produire ce que vous avez décrit. Alors, il y a un certain cynisme là-dedans, mais les enseignants, ils résistent aussi un peu. Ils ont bien aussi le sentiment que c'est pas à eux de faire ça et qu'il y a des enjeux qui les dépassent par rapport à ça. Et la deuxième chose que je voulais dire dans la faiblesse du système, c'est que le réel résiste. Il résiste sur le plan, je dirais simplement pratique. Vous avez redit les 54 heures, les 36, les 12, etc. Mais enfin, dans quels endroits ça se met en place, ça c'est une belle communication peut-être, mais dans la réalité, on a affaire à des sujets qui ont aussi, comme vous l'avez dit, leurs propres normes et qui peuvent aussi réfléchir concrètement aux conséquences, en fait, de ce qui est en train de se mettre en place. Et puis la troisième chose dans le rôle des psy-EN que je verrais, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que ce pouvoir, il nie systématiquement tous les travaux de recherche en psychologie et en sociologie qui montrent que son offensive, en fait, a une visée, ce sont les enfants de milieux populaires. Il s'agit de réduire, en fait, les possibilités de scolarisation des enfants de milieux populaires. Et donc, notre rôle, c'est aussi de faire connaître ces recherches et d'apporter, on a parlé de débat et de contradiction ce matin, d'apporter du débat, de la controverse auprès des enseignants qui quand même sont un peu attachés aussi aux savoirs qui sont produits par l'université. Ce sont 3 compléments apportés à ce que j'ai dit et je suis d'accord avec, pas de problème. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ce n'était pas des questions, donc je suis d'accord. Alors, je vais faire une intervention aussi. Ce ne sera pas vraiment une question, ce sera peut-être un commentaire. Dans l'optique ne pas désespérer, c'est-à-dire dans l'optique, moi j'aime bien être ici, c'est intéressant, mais je veux sortir de là avec un petit peu d'espoir et d'optimisme. Je vais me faire l'avocat du diable. Dans tous ces programmes-là, alors évidemment il y a la résistance du réel, on est bien d'accord, mais il y a quand même 2 petites notations cliniques qu'on peut faire. C'est un certain nombre d'enfants, de jeunes d'aujourd'hui, et ce n'est pas que dans les quartiers populaires, ont parfois un contact difficile avec la réalité qui peut aller jusqu'à la psychose. C'est-à-dire on peut avoir beaucoup d'éloignement de la réalité, un décrochage scolaire et autres, ou un non-accrochage pour ceux qui sont nouveaux. Et je pense que tout ce que vous avez décrit peut témoigner d'une angoisse de notre part ou d'une panique morale, mais je pense cherche à renouer un contact avec ces jeunes. Et notamment, deuxième point, sur le langage. Et la question de la valorisation de soi, la question d'exposer un projet, l'utilisation du langage est un pont passé entre un professeur et son élève à la fin. Donc j'ai dit que je faisais l'avocat du diable, mais à la fin d'un cursus, parce que bien souvent, avec les conditions d'enseignement actuelles, on va dire qu'une bonne partie des élèves de terminale peuvent sortir sans être capables, en effet, ne serait-ce que pendant 10 minutes, élaborer une production orale, comme on dit, sur soi, sur son environnement et sur ses apprentissages. Donc, je comprends votre discours, j'aime la tonalité, il y a quelque chose de littéraire aussi dans votre approche, mais dans la réalité des faits, tout ce qui est proposé peuvent aussi être des leviers de relation avec des jeunes qui sont loin pour certains, qui sont très très loin. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est possible. Je n'ai vraiment aucune expérience de la pratique en la matière. J'ai fait une analyse un peu théorique à partir de textes scientifiques qui étaient produits par des scientifiques sur le sujet. Cela dit, demander à des enseignants d'apprendre à des élèves à se connaître, que savent-ils des jeunes qu'ils ont devant eux, si ce ne sont des élèves, justement? Que savent-ils de leur goût? Que savent-ils de leur histoire? Que savent-ils de leur perspective, pris un par un? Parce que quand même, dans les lycées, il y a plus de 30 élèves par classe, par division.
Alors, c'est quand même une sacrée gageure que de penser que ça va pouvoir se faire, hein, cette affaire. Je passe à un autre point. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'absence de moyens, l'absence de création de postes. Mais l'absence de création de postes et le fait de confier à des enseignants le parcours de l'orientation, de postes de psychologue de l'éducation nationale, s'entend, hein, et de confier aux enseignants, c'est aussi une manière de nier la psychologie. Bien entendu, c'est une attaque en règle de la psycho. C'est clair, hein? Oui, j'ai une... Puis je pense qu'il va falloir arrêter. Bien, oui, on va clôturer ici. Oui, je remercie Monsieur Solo. Hein, Il reste 3 minutes. Oui. Alors j'ai une question, s'il vous plaît. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter. Bon, je remercie Georges Solo, que j'ai retrouvé après, je lui ai dit tout à l'heure, après toute une carrière, puisqu'il a fait partie de mes formateurs à l'IROP, l'Institut régional d'orientation professionnelle de Lille. Et quand je dis que je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé effectivement l'oxygène qui nous a apporté déjà à l'époque et son esprit critique. Voilà, je tenais à le remercier pour ça. Et puis, je voudrais faire part d'une interrogation que j'ai. Vous avez donc, je ne sais plus s'il faut que je tutoie ou vous vois maintenant, vous avez déconstruit ce concept de compétence au plan économique et sociologique. Il me semble qu'il y a une espèce de consensus ici qui serait que la profession est complètement émancipée, puisque c'est le thème, de ce concept de compétence. Et personnellement, je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça, justement, dans la mesure où on a, et on l'a évoqué hier, par exemple, en Assemblée Générale, on a des injonctions, des pratiques qui nous invitent à alimenter et à consolider quelque part ce concept de compétence, y compris au plan pédagogique. L'an dernier, j'ai parlé, par exemple, de manière ironique, de la compétence à se projeter dans l'avenir, quoi. On en est un peu là. Et je ne suis pas sûr. Alors, je voulais simplement demander, est-ce que vous portez une appréciation, au vu de ce que vous connaissez de la profession, des services, de son histoire, parce qu'on a quand même une histoire compliquée. On évoquait tout à l'heure les tests qui étaient prédominants dans les années 70-75. Après ça, il y a eu l'éducation à l'orientation, avec la compétence quand même à s'orienter, à laquelle des collègues ont adhéré quand même. Quelle appréciation vous portez sur notre capacité, je ne vais pas dire notre compétence aujourd'hui, dans la profession, à nous émanciper de ce concept, de ce foutu concept de compétence? Moi, je pense que vous devez faire avec. Vous êtes contraint, en tant que fonctionnaire d'État, à mettre en œuvre les directives qui vous sont données. Parmi les directives, il y a l'apprentissage d'un certain nombre de compétences. Vous êtes contraint de le faire. Cela ne vous empêche pas d'avoir une pleine conscience de ce que sont ces fameuses compétences et, dans le cadre de leur enseignement, de faire en sorte que les élèves, ceux à qui vous vous adressez, en prennent également progressivement conscience. Tout à l'heure, on a dit les élèves des milieux, c'est pour évacuer les élèves des milieux défavorisés. Mais sur la compétence connaissance de soi, ça me semble assez évident. De quel milieu faut-il être issu pour avoir une telle confiance en soi, pour avoir une telle connaissance de soi et avoir une telle volonté d'affirmer soi? Est-ce qu'il faut venir d'un milieu populaire ou d'un milieu plus huppé sur le plan culturel? La réponse est évidente. Donc, enseigner les compétences, je pense que vous ne pouvez pas y couper, au moins participer à l'élaboration de programmes pluridisciplinaires pour les mettre en œuvre, si on souhaite que vous y participiez.
mais en même temps savoir faire en sorte qu'elle ne soit pas, une fois de plus, un processus qui différencie, qui rend inégalitaire. Parce que la compétence connaissance de soi, elle est vraiment très symptomatique de ce point de vue. Voilà, je crois que... Bien, merci Monsieur Solo. Donc on va clôturer ici puisqu'il est 12h30. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je pense que la discussion rebondira cet après-midi. Donc nous aurons aussi le prix de l'APSIEN, le prix scientifique, et puis les réunions syndicales. J'invite les intervenants donc, de ce matin et de cet après-midi à me rejoindre, et puis on pourra aller déjeuner ensemble.